Bonjour chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour réagir à un article paru dans le Journal de la Corse. Sans doute beaucoup de mes vidéos spectateurs ne connaissent pas le Journal de la Corse, mais il se trouve que c'est le doyen de la presse européenne, puisqu'il est publié, c'est un hebdomadaire qui est publié depuis 1817. Alors, il fut un temps où, vivant loin de la Corse, en Afrique, j'étais abonné au Journal de la Corse. J'en appréciais la lecture. Je le recevais très irrégulièrement, du fait des défaillances postales. Et il m'arrivait de les lire par liasse, à Kigali, à Goulou, ou encore à Rumbek. C'était pour moi toujours un plaisir. Le Journal de la Corse constituait l'un des rares liens que j'avais avec l'actualité de notre île. C'était l'époque où nous n'avions pas encore, où Internet n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui, et où il m'était donc impossible de suivre de près l'actualité corse. De retour en Corse depuis plusieurs années, j'ai cessé quasiment de lire le Journal de la Corse. En effet, l'actualité insulaire, je la suis au quotidien, en direct. Grâce à la télévision, grâce à Corse Matin, grâce là aussi à Internet. Et grâce bien sûr à tous mes contacts et amis au sein des différents mouvements politiques, municipalités ou autres, ici en Corse. Mais grâce à Internet, je suis tombé l'autre jour sur un article du Journal de la Corse. Cet article était signé GXC. J'ai ma petite idée quant à la signification de ces initiales, mais je n'en dirai pas plus. Cet article était daté du 2 mai dernier. Son contenu m'a glacé et horrifié, tant il m'a paru infondé et partial. Que l'on puisse ainsi reprendre la propagande d'un régime criminel, sans recul, sans précaution, m'a sidéré, surtout venant de la part du plus ancien journal de France. Cet article était intitulé, je cite, « Les lourdes responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda ». Cet article m'a profondément heurté, tant il est à l'opposé de ce qui s'est réellement passé dans ce pays, le Rwanda, où j'ai vécu et travaillé. Au début de son article, l'auteur affirme que, je cite, « La vérité commence à poindre sur les responsabilités de la France lors de l'atroce génocide des Tutsis et des Hutus modérés au Rwanda en 1994. » Fin de citation. La vérité que l'auteur évoque, j'ai mis des guillemets autour de vérité, cette vérité, donc, n'a jamais cessé de poindre, puisque depuis le génocide, les accusations contre la France, ses hommes politiques de l'époque et surtout ses militaires, n'ont jamais discontinué. Pour appuyer ce préliminaire, l'auteur de l'article évoque, je cite, un rapport demandé en 2017 par le gouvernement rwandais à un cabinet d'avocats américains, fin de citation, lequel rapport vient d'être remis au président rwandais Paul Kagame.
Ce dernier a pris le pouvoir par la force des armes, à l'issue du génocide, et il ne l'a plus quitté depuis. Tous ses opposants sont soit exilés, soit en prison, soit morts. Il arrive même que ceux qui se croyaient en sécurité à l'étranger y soient traqués et éliminés, loin du Rwanda. Ces dernières années, après les Hutus, ce sont les Tutsis survivants du génocide qui sont devenus les premières victimes du régime Kagame. Des militaires ayant participé à la guerre aux côtés de Paul Kagame, mais tombés en disgrâce, et des Tutsis dits de l'intérieur, c'est-à-dire qui n'avaient jamais quitté le pays, qui ne supportaient plus les mensonges officiels et les excès du régime. Parmi ces derniers, je ne voudrais citer ici qu'un seul nom, qui symbolise à lui tout seul le caractère odieux du pouvoir en place à Kigali depuis 27 années. Celui de Kizito Mihigo, jeune et talentueux artiste rwandais, orphelin rescapé du génocide, qui osa, en avril 2014, composer la chanson Igisobanuro Churumfu, ce qui signifie la signification de la mort. Donc c'est du Kinyarwanda, la langue locale. Dans son texte poignant, Kizito évoquait tous les morts du génocide, tout en demandant que l'on pense aussi aux autres victimes, c'est-à-dire aux victimes du régime. Arrêté aussitôt après la publication sur YouTube de sa chanson, le chanteur a été condamné en 2015 à 10 années de prison pour un complot imaginaire visant à tuer le président. Gracié en septembre 2018, alors qu'Emmanuel Macron s'apprêtait à imposer le choix de la ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame comme nouvelle patronne de l'Organisation internationale de la francophonie, Kizito est sorti de prison tout en demeurant condamné à une véritable mort sociale. Il n'avait plus le droit de travailler ou de donner des concerts et ses chansons étaient toujours interdites de diffusion. Résolu à fuir son pays, il fut à nouveau arrêté et 2 jours plus tard, le 17 février 2020, son cadavre a été retrouvé dans la cellule où il avait été jeté à Kigali. Selon la thèse officielle, il s'agissait d'un suicide. Il se serait suicidé à l'aide de ses draps, alors que tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de draps dans les cellules rwandaises. La vérité est probablement qu'il a été torturé avant d'être achevé. Dans son article, l'auteur continue en affirmant que, je cite, « La France a rendu possible le génocide contre les Tutsis, un génocide pourtant prévisible. » Fin de citation. Sans dire au lecteur comment la France a rendu ce génocide possible et comment il était prévisible. La vérité est que le génocide contre les Tutsis a débuté le 7 avril 1994, le lendemain de l'attentat contre l'avion qui transportait les présidents du Rwanda et du Burundi et leurs entourages, ainsi que 3 militaires français membres de l'équipage. C'est cet attentat, jamais officiellement élucidé, qui a constitué l'élément déclencheur du génocide. Les tirs de missiles contre le Falcon 50 étaient-ils prévisibles? Non, bien sûr. L'éruption de violence extrême que la mort du président Habyarimana a suscité à partir du jour suivant ne l'était pas non plus. Il serait bon de rappeler que la France avait, depuis les accords de paix d'Arusha de 1993, retiré ses militaires du pays. Comment donc, sans militaires sur place, sans personnel sur place, la France aurait-elle rendu possible ce génocide? L'auteur évoque ensuite le rapport de la commission Duclerc. Je le cite encore.
un rapport français qui a conclu à de lourdes responsabilités de l'État français, mais pas à une complicité de génocide. Pour rappel, cette commission Duclerc était composée d'historiens non spécialistes du Rwanda et de personnes favorables à la version des faits promue par le régime de Kigali. La seule personne qui avait une vision des événements quelque peu différente avait été contrainte de quitter la commission quelques mois avant la publication du rapport. Aucun des grands spécialistes de la question, qu'ils soient français, rwandais, belges ou autres, n'a été consulté durant les travaux de la dite commission. Un exemple parmi d'autres. Celui qui était ambassadeur du Rwanda en France de 1990 à 1994 et qui avait démissionné afin de protester contre les massacres en cours, M. Jean-Marie Vianney Ndagijimana a proposé à la commission de témoigner. Ayant rencontré le président Mitterrand à plusieurs reprises, ayant également accompagné le président Habyarimana à l'Élysée plusieurs fois, M. Ndagijimana est un témoin privilégié des tractations entre les deux pays durant les années de guerre au Rwanda qui coïncidaient avec la durée de son mandat d'ambassadeur de 90 à 94. Ce diplomate fut ensuite nommé ministre des Affaires étrangères par le nouveau pouvoir après la victoire du FPR, mais il démissionna très vite lors d'une visite à Washington en octobre 1994 pour protester une fois de plus contre les massacres en cours, mais cette fois-ci ceux commis par l'armée du FPR. Ce diplomate dispose donc d'informations et d'archives de première main. Malheureusement, il n'a jamais reçu de réponse à sa proposition de témoigner devant la commission Duclerc. L'article revient ensuite au rapport Muse, remis aux autorités rwandaises le 19 avril 2021, en citant cette phrase qui en est extraite. Je cite : « Des responsables français ont armé, conseillé, formé, équipé et protégé le régime rwandais de l'époque. » En effet, la France de Giscard, puis celle de Mitterrand, ont développé des relations d'État à État avec le Rwanda d'Habyarimana, y compris, mais pas seulement, dans le domaine militaire. Il s'agissait là d'une coopération normale, comme il en existe avec de nombreux autres États africains. Le régime Habyarimana était un régime issu d'un coup d'État militaire et il s'appuyait sur un parti unique. Était-il scandaleux de collaborer avec un tel régime? Certainement pas, car à l'époque et jusqu'en 1990, la plupart des pays africains étaient dirigés soit par des militaires, soit par des dictateurs appuyés sur un parti unique. Le régime Habyarimana n'était donc pas une exception à l'époque. Il était même davantage apprécié que d'autres, chez les bailleurs de fonds et dans les chancelleries occidentales, du fait de sa bonne gestion de l'aide au développement et de son degré de corruption moindre. L'auteur de l'article poursuit en affirmant que, selon le rapport Muse, je cite, « La France a volontairement ignoré la volonté exprimée du gouvernement de Juvenal Habyarimana de massacrer les Tutsis du Rwanda. » Quand est-ce que ce gouvernement a exprimé une telle volonté? Jamais. Le gouvernement en question comprenait d'ailleurs des membres Tutsis et son ambassadeur à Rome, en 1994, André Katabarwa, était un Tutsi. L'auteur est sans doute victime de la confusion, malheureusement trop fréquente, que l'on retrouve dans les médias français entre le régime Habyarimana, qui dura de 1973 jusqu'à la mort du président le 6 avril 1994, et le gouvernement intérimaire mis sur pied le lendemain de l'assassinat du président Habyarimana et qui dirigea le pays, ou du moins les zones qui n'étaient pas encore tombées sous le contrôle du FPR de Paul Kagame,
jusqu'à la prise de Kigali le 6 juillet 1994. C'est durant cette terrible période que des appels à la haine et à l'extermination des Tutsis ont été lancés par des responsables gouvernementaux et par des médias, et que les massacres de Tutsis ont été perpétrés. L'auteur de l'article cite le ministre des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta, qui a déclaré, après la remise du rapport News, que, je cite, « La France a rendu possible un génocide qui était prévisible, mais qu'elle n'a pas participé à la planification du génocide et que les Français n'ont pas participé aux tueries et aux exactions. » Fin de citation. En 10 années de travaux, le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, n'est pas parvenu à prouver une quelconque planification de ce génocide. Et aucun prévenu n'a été condamné pour l'avoir planifié. Il est donc heureux que ce ministre reconnaisse que la France n'a pas participé à une planification qui n'est pas avérée. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est l'attentat contre l'avion présidentiel qui fut l'élément déclencheur du génocide. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que des éléments extrémistes hutus n'aient pas rêvé avant l'attentat d'un tel génocide. Disons seulement que cet attentat et le chaos qu'il a provoqué leur ont donné l'occasion d'assouvir leur haine à l'encontre des Tutsis. Mais le pire dans l'article est lorsque l'auteur affirme que Mitterrand a aidé aux préparatifs du génocide. Il s'agit là d'une accusation très grave qu'il aurait fallu étayer. Quand est-ce que Mitterrand a aidé à, selon l'auteur, acheter 1 million de machettes? Quand est-ce, toujours selon l'auteur, qu'il a envoyé des mercenaires et qui étaient ces derniers? Pour ce qui est des machettes, Félicien Kabouga, 87 ans, arrêté en France en mai 2020, a longtemps été accusé d'avoir été celui qui avait commandé des machettes. Or, depuis que cet homme a été transféré à La Haye, la justice internationale a retiré cette accusation contre lui. Et de toute façon, même si cela avait été le cas, lui ou toute autre personne n'aurait certainement pas eu besoin de l'aide de la France pour importer des machettes. L'auteur de l'article ose ensuite dire que ce sont ces supposés méfaits français, machettes et mercenaires, qui ont abouti au massacre d'1 million de personnes. Pour ce qui est des casques bleus présents sur place qui n'ont pas tiré une seule balle, comme le dit l'auteur, je souhaiterais rappeler que c'est la France qui s'est opposée au Conseil de sécurité des Nations Unies à leur retrait, exprimant ainsi un profond désaccord avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Or, si la majorité de ces forces des Nations Unies n'avaient pas été retirées dans les jours qui suivirent l'attentat contre l'avion présidentiel, il ne fait aucun doute qu'elles auraient eu les moyens de stopper le processus génocidaire quand il en était encore temps. Le summum est atteint lorsque l'auteur de l'article assène que, je cite, « l'opération turquoise fut programmée sur ordre du président de la République pour sauver les génocidaires bousculés par l'armée Tutsi ». Fin de citation. L'opération turquoise a été programmée et exécutée sous un mandat très strict fixé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle était extrêmement limitée temporellement, 2 mois seulement, et géographiquement, le sud-ouest du Rwanda. Son but était humanitaire et elle a permis de sauver des milliers de vies malgré des conditions très difficiles. Le pays était plongé dans le chaos le plus total et des centaines de milliers de Rwandais, majoritairement des Hutus, étaient sur les routes de l'Exode, fuyant l'avancée des forces du FPR, tandis que des dizaines de milliers d'autres Rwandais, principalement des Tutsis, tentaient d'échapper aux tueurs extrémistes Hutus. Les forces françaises, entrées au Rwanda via Cyangugu, ville située sur la frontière zaïroise, ont avancé à l'intérieur du pays progressivement et elles ont tenté d'établir une sécurité relative dans la zone dont elles devaient prendre le contrôle.
Elles ont mis fin au massacre et ont mis en sécurité des groupes de rescapés du génocide, tout en montant un hôpital de campagne qui permit de soigner un grand nombre de Rwandais. Ce travail a d'ailleurs été salué par les ONG internationales présentes sur le terrain. Oui, il est toujours possible de reprocher aux militaires français de ne pas en avoir fait assez, et pas assez vite. Il a fallu aux Français du temps pour arriver, pour s'installer, pour reconnaître une vaste région, pour la sécuriser, pour localiser les groupes de déplacés en danger. Tout cela avec peu de moyens humains. L'auteur termine son article avec des rappels historiques sur la longue carrière politique de François Mitterrand que je me garderai bien de commenter. Les faits évoqués sont connus. Pierre Péan en avait parlé au début des années 90 dans un livre, Une jeunesse française, avant de s'attaquer au dossier rwandais. Ces faits qui ont marqué la carrière de François Mitterrand avant son accession à la présidence constituent la part d'ombre de cet homme d'État français qui eut aussi sa part de lumière, comme l'abolition de la peine de mort, la loi de décentralisation, la France étouffée dans son centralisme hérité de la Révolution et de Napoléon. Le premier statut particulier pour la Corse, l'amnistie des prisonniers politiques corses. Il est aussi le président qui prononça le fameux discours de la Baule, lequel constitua l'annonce de l'amorce des processus démocratiques qui changèrent le visage de l'Afrique durant la dernière décennie du XXe siècle. Je regrette que l'auteur de l'article cite le rapprochement en cours entre la France et le Rwanda comme étant la recherche d'une voie nouvelle pour les relations avec l'Afrique. Comment est-ce qu'une succession de compromissions infamantes avec le plus grand criminel actuellement au pouvoir pourrait constituer une voie nouvelle pour la relation France-Afrique? Il s'agit plutôt, malheureusement, de scénarios anciens, interprétés par des acteurs nouveaux, comme les derniers événements du Tchad viennent le confirmer. Sans doute, certains trouveront mes mots excessifs quand je parle du plus grand criminel actuellement au pouvoir, pour qualifier celui qui dirige le Rwanda d'une main de fer depuis 27 années. Je me dois donc de donner une brève explication qui sera certainement utile à l'auteur de l'article, qui semble méconnaître la tragique histoire récente et ancienne du Rwanda. Les Hutus et les Tutsis ne constituent pas des ethnies au sens propre du terme, mais plutôt des classes sociales qui sont apparues et se sont développées au cours de la longue histoire du Rwanda et du Burundi. Les deux groupes n'ont jamais été séparés géographiquement. Ils sont répartis sur la totalité du territoire. Ils parlent la même langue et ils ont toujours eu la même religion. Autrefois, la religion traditionnelle. Et depuis environ un siècle, la religion chrétienne, majoritairement. La majorité de la population du Rwanda et du Burundi est Hutu. Et cette majorité était traditionnellement composée de cultivateurs. La minorité Tutsi, quant à elle, était composée d'éleveurs de bovins et de guerriers. Et le Mwami, le roi, et sa famille, ainsi que l'aristocratie, en étaient issus. Les chefs coutumiers appartenaient également à cette minorité. Cette division de la population en deux groupes distincts, Hutus et Tutsi, n'a jamais empêché les mariages mixtes, et de nos jours, beaucoup de Rwandais et de Burundais ont des origines à la fois Hutus et Tutsi. Cependant, du fait du système patrilinéaire, un enfant ayant un père Tutsi et une mère Hutu sera considéré comme Tutsi, tandis qu'un autre ayant un père Hutu et une mère Tutsi sera considéré
comme un Hutu. Durant la période précoloniale, puis durant les périodes allemandes et belges, la majorité Hutu était placée dans un rapport de sujétion envers la minorité dominante. Le Rwanda et le Burundi ont évolué différemment durant les années de lutte pour l'indépendance, puis depuis les indépendances qui sont intervenues pour les deux pays en 1962. Le Rwanda a connu une révolution sociale qui a mis fin à la domination Tutsi et qui a conduit de nombreux Tutsis à l'époque à fuir dans les pays voisins, en particulier en Ouganda. La première république rwandaise était dominée par une classe politique Hutu, principalement originaire du centre et du sud du pays. Le général Juvenal Habyarimana y a mis fin avec son coup d'État militaire de 1973, ce qui a permis l'accession au pouvoir d'une classe politique Hutu, principalement originaire du nord du pays. De son côté, le Burundi, post-indépendance, a été dominé jusqu'en 1993 par une succession de régimes militaires dirigés par des officiers Tutsis originaires du sud du Burundi. Il convient de rappeler que la guerre du Rwanda a débuté avec une attaque lancée le 1er octobre 1990 par une unité de l'armée ougandaise, constituée de militaires Tutsis issus de la communauté Tutsi réfugiés en Ouganda depuis les années 1959-1962. C'est pour aider les autorités internationalement reconnues du Rwanda à faire face à cette attaque venue de l'extérieur que l'armée française est intervenue pour soutenir les forces armées rwandaises en 1990. La première phase de cette guerre a été marquée par de nombreux massacres commis par la rébellion venue d'Ouganda, connue sous le nom de Front patriotique rwandais, le FPR. Le leader charismatique de ce mouvement, Fred Rwigema, ancien vice-ministre de la Défense ougandais, a été tué par ses propres hommes durant les premiers jours de la guerre et remplacé par Paul Kagame, opportunément rappelé des États-Unis, où il effectuait une formation militaire en sa qualité d'officier ougandais. Ce nouveau leader avait précédemment dirigé les services secrets militaires ougandais du président Museveni et participé à l'écrasement d'une rébellion dans le nord-est de l'Ouganda. C'est durant cette première phase de la guerre que la France de Mitterrand a conditionné son appui militaire à des réformes institutionnelles, en particulier l'introduction du multipartisme. Or, le moment choisi pour cette libéralisation du régime ne pouvait être pire en pleine guerre, car cette démocratisation a donné libre cours à des tendances extrémistes Hutus au sein des partis nouvellement créés, ainsi que dans le parti présidentiel, ex-parti unique. Cette période a été marquée par l'afflux massif à Kigali et autour de la capitale de déplacés Hutus, fuyant le nord du pays et les massacres commis par le FPR. C'est aussi l'époque où des médias, plus tard qualifiés de médias de la haine, sont apparus et que des milices armées ont été formées. Les Nations Unies imposèrent au Rwanda un embargo sur les armes, alors même que le FPR a continué, durant toute la guerre, à recevoir armes, munitions, équipements militaires à travers la frontière ougandaise. La diplomatie française s'activa durant toute cette première phase afin d'amener les belligérants à la table des négociations. Ce processus diplomatique aboutit aux accords d'Arusha signés en août 1993 qui prévoyaient entre autres l'arrêt des combats, bien sûr, la constitution d'un gouvernement inclusif de transition, l'intégration de l'armée du FPR au sein de l'armée nationale et l'organisation d'élections libres et démocratiques auxquelles participerait le FPR. Une fois cet accord signé, la France s'est désengagée militairement du Rwanda et les Nations Unies ont constitué une force de maintien de la paix, la MINUAR. L'attentat du 6 avril 1994 n'a pas seulement fait exploser l'avion présidentiel, il a aussi torpillé le processus prévu
par les accords d'Arusha. Dans les heures qui suivirent la mort d'Abiyarimana, le FPR lança une offensive militaire générale, tandis que les milices extrémistes Hutus commençaient le massacre des Tutsis. Ces massacres, du fait de la présence à Kigali de nombreux journalistes internationaux, reçurent une importante couverture médiatique, alors que les massacres commis au même moment par les troupes du FPR au gré de leur avance ne reçurent aucun écho. Ces massacres étaient pourtant bien réels, et ce sont eux qui convainquirent la population Hutu que leur salut résidait dans la fuite vers le Zaïre, où des millions d'entre eux se rendirent et s'entassèrent dans des camps de réfugiés le long de la frontière. Les massacres de Tutsis par les extrémistes Hutus prirent fin en juillet 1994 avec la victoire du FPR. Cependant, les massacres de Hutus par l'armée du FPR se poursuivirent dans tout le pays. Le cas le plus connu, le mieux documenté, est celui du massacre des milliers de Hutus réfugiés dans le camp de personnes déplacées de Kibéo en août 1995, car il a été commis sous les yeux de casques bleus de la Minuar, qui témoignèrent. Mais il est hélas loin d'avoir été le seul. Ces massacres devaient s'intensifier dans le nord du pays en 1997-1998. En octobre 1996, Paul Kagame envoya son armée au Zaïre afin de démanteler les camps de réfugiés. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent massacrés, d'abord durant l'assaut donné contre ces camps, puis durant la longue traque des survivants qui tentaient de fuir à travers la grande forêt congolaise. Cette invasion du Zaïre, devenue République démocratique du Congo, provoqua la chute du régime Mobutu et la mise en place d'un nouveau régime vassal du Rwanda, dirigé par Laurent Désiré Kabila. Ce dernier finit par se retourner contre ses maîtres rwandais et ougandais en 1998. Cela provoqua une seconde guerre et la partition durable du pays, avant de lui coûter la vie, puisqu'il fut assassiné en 2001, dans des circonstances là aussi encore non élucidées. Ces deux guerres et cette occupation du Congo se caractérisèrent par de très nombreux massacres de Hutus rwandais, congolais et burundais, et de Congolais appartenant à d'autres groupes ethniques, et par le pillage systématique des ressources naturelles du Congo au profit du Rwanda et de l'Ouganda. Des organisations internationales ont évalué le nombre de victimes à au moins 6 millions, voire beaucoup plus. Ce conflit du Congo est donc le plus meurtrier qu'ait connu le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela est parfaitement documenté dans le rapport Mapping des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme et du droit international commises entre 1993 et 2003 en République démocratique du Congo. Ce rapport constitue une cartographie détaillée des crimes de masse commis dans ce pays. Le docteur Denis Mukwege, célèbre médecin congolais et prix Nobel de la paix, réclame en vain la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo afin de juger les responsables de tous ces forfaits, qu'ils soient congolais, rwandais ou autres. Il l'a encore fait devant le Sénat français la semaine dernière. C'est pour tout cela que je considère, avec d'autres, que Paul Kagame est le plus grand criminel actuellement au pouvoir. Dénoncer les crimes de masse, dont Kagame est l'instigateur et le perpétrateur, ne constitue aucunement une négation ou une relativisation de l'horreur du génocide contre les Tutsis. Je pense cependant qu'il conviendrait de dénoncer avec la même vigueur les massacres commis avant, pendant et après ces génocides, tant au Rwanda qu'au Congo, et même au Burundi, tant sont liées les tueries à répétition commises dans ce pays et celles perpétrées chez son voisin du Nord. La mémoire de toutes les victimes ne devrait pas être sélective.
La France a-t-elle des responsabilités dans la tragédie rwandaise? Oui, certainement. Mais il faut replacer l'action de la France dans son contexte historique, géographique et international, tout en examinant en même temps le rôle de l'Ouganda, des États-Unis, de la Belgique, ainsi que celui des Nations Unies. S'il est bon que les archives françaises aient enfin été ouvertes, il faudrait aussi qu'il en soit de même pour les archives ougandaises, états-uniennes, belges, onusiennes, sans oublier celles du FPR. Il faudrait aussi que les responsables de l'attentat qui coûta la vie à 2 chefs d'État africains soient enfin désignés. On l'a vu, le tir de ces 2 missiles fournis par l'Ouganda au FPR a été l'élément déclencheur du génocide. Comment expliquer qu'aucune enquête internationale n'ait encore été diligentée alors que les Nations Unies n'ont pas hésité à lancer une telle procédure concernant l'attentat qui coûta la vie à un ancien Premier ministre libanais? Les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays anglophones ont longtemps été des soutiens inconditionnels du régime de Paul Kagame, alors que les relations de ce dernier avec la France étaient exécrables, du fait de l'enquête menée par le juge Bruguière sur l'attentat contre le Falcon 50, qui, rappelons-le, avait aussi coûté la vie à 3 militaires français, et des accusations répétées de Kigali contre la France concernant sa complicité supposée avec les génocidaires. Depuis quelques années, des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées dans les pays anglophones pour dénoncer les graves atteintes aux droits de l'homme commises par Paul Kagame. Des enquêtes accablantes ont été publiées sous forme de livres par des auteurs indépendants tels que Judy River au Canada et Michaela Wrong aux États-Unis. Les autorités de ces pays anglophones ont commencé à prendre un peu de distance avec le pouvoir rwandais. C'est ainsi que le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, qui devait se tenir en juin 2020 à Kigali, a déjà été reporté à 2 reprises sous prétexte de Covid-19, une excuse qui ne trompe personne. N'est-il pas tristement ironique que parallèlement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la France multiplie les efforts pour se rapprocher de Kigali? En 2018, il y eut la nomination, on l'a vu, de Louise Mushikiwabo, jusque-là ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, alors que le régime de Kigali, qu'elle servait avec zèle, a tenté d'éradiquer la langue française au Rwanda. Puis, il y eut le non-lieu émis par la justice française dans l'affaire de l'attentat qui déclencha le génocide, et les arrestations sur le territoire français à la demande de Kigali de personnes accusées, parfois à tort, d'avoir participé au génocide contre les Tutsis. Dans le même temps, Judy River a bataillé pendant plus de 2 ans avant de parvenir à faire publier son livre en France, et lorsque cela fut fait, elle ne fut invitée par aucun grand média français, alors que les thuriféraires du régime Kagame le sont régulièrement. Il en est allé de même avec le chercheur franco-camerounais Charles Onana, qui n'a jamais pu s'exprimer sur une grande chaîne de télévision ou dans un grand quotidien lorsque fut publié en 2019 son livre enquête sur l'opération turquoise. Enfin, il y eut la publication du rapport Duclerc et l'annonce d'une prochaine visite d'Emmanuel Macron au Rwanda. Le président français ira-t-il jusqu'à demander pardon pour le rôle passé de la France durant son séjour à Kigali, comme l'y incitent de nombreux activistes pro-Kagame? Cela n'est malheureusement pas impossible. Dans 10 ou 20 ans, sans doute conviendra-t-il de former une nouvelle commission afin d'enquêter, cette fois, sur les compromissions de la France avec le régime criminel de Paul Kagame. Je conclurai en souhaitant, moi aussi, qu'un nouveau chapitre s'ouvre enfin dans les relations franco-africaines, qui ont été encore une fois
abîmé par ce qui vient de se passer au Tchad. Des relations d'amitié et de respect basées sur la vérité concernant le passé et tournées vers un avenir dans lequel le développement et la démocratie seraient des valeurs cardinales. Voilà, chers amis, ce que j'avais à dire au sujet de l'article paru dans le Journal de la Corse. Je rappelle que moi aussi, comme Judy River, comme Charles Onana, comme Pierre Péan et comme d'autres, j'ai écrit sur ce sujet de nombreux articles et en 2018, j'ai fait paraître ce livre, Rwanda, 25 années de mensonges, aux éditions Vincentello d'Istria à Bastia. Et que ce livre est toujours disponible. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous l'envoyer, je peux même vous le dédicacer. Il ne coûte que 15 €, rajoutez quelques euros pour les frais de port, et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer dédicacé. Merci pour votre attention, et j'espère ne pas avoir à reparler du Rwanda dans un avenir proche, même si la visite que compte effectuer Emmanuel Macron dans ce pays risque de m'amener à m'exprimer à nouveau sur ce pays. Merci et à bientôt.